alors moi, en regardant encore une fois ces trois films, en fait, je vois quelque chose qui revient assez souvent, qui est quelque chose autour de la douleur, de comment ces actes qui parfois peuvent être douloureux, donc la longue séquence du massage du bébé qui ont fait gémir certaines personnes ici, mais aussi pas que ça, les boucles d'oreilles qui déforment un peu nos oreilles, et même autour de la coiffure, et comment ces actes qui peuvent être douloureuses pour certaines femmes sont normalisés, sont mis dans nos pratiques sociétales, et comment aujourd'hui, en tout cas dans le temps, comment ça aussi participe à l'image de ce truc moi que j'appelle de la douce douleur, la douleur qui ferait que la femme à un certain moment de sa vie, quelqu'un viendrait la sauver. Enfin, c'est un peu le Dalinkor là, le clip, il y a un très beau clip de Aïda Samb, voilà, qui personnifie ça. Le Dalinkor qui dirait un truc du genre que plus la femme souffre, plus à un moment de sa vie, il y aurait quelqu'un qui viendrait la sauver, le mari ou l'enfant. Le docteur Soukaina, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, ces trois films? Et surtout, en tout cas, moi, ce truc que j'ai remarqué autour de comment aujourd'hui cette douleur, enfin, en tout cas, comment aujourd'hui ces pratiques, qui certaines peuvent être douloureuses, est incorporée comme étant des pratiques nobles, des pratiques... voilà. Merci. Moi, j'aime beaucoup le résumé que tu viens de faire. C'est très intéressant comment tu es passé par tous ces schèmes qu'ils ont montrés. Et je trouvais intéressant dans les trois films, ils ont vraiment fait le tour de tous les interlocuteurs potentiels, que ce soit les jeunes hommes, les hommes plus âgés, les femmes, les jeunes filles. Et j'ai trouvé intéressant comment dans la société on montre de l'asymétrie complète et le religieux parle d'une symétrie totale. C'est-à-dire, ils insistent sur le fait que dans la religion, en termes d'exigences religieuses ou de conseils, de guides, ou de quelle que soit leur représentation, on parle d'une totale symétrie. Il y a les mêmes exigences, que ce soit dans le christianisme que dans l'islam, au niveau des textes, ce qu'ils ont dit, les religieux dont on a parlé, qu'on a interviewé. Alors que toutes les personnes interviewées parlaient beaucoup d'asymétrie, mais il y a comme une forme de mérite qu'on doit chercher, prouver quelque chose. Ils ont parlé de preuves, beaucoup de preuves. C'était intéressant aussi de voir comment les hommes, tous interrogés, sont très mal informés, ou pas du tout formés, et comment on parle beaucoup du coaching de la femme qui doit se marier, la jeune femme, le coaching, les conseils qu'on lui donne, et on les a montrés. Il y a eu des séquences où on a bien montré qu'est-ce qu'on explique aux jeunes femmes sur comment ça doit se passer, qu'est-ce que c'est ces moments d'éducation sexuelle qu'ils font avant le mariage, sur comment ça doit se passer. Par contre, les hommes, on ne les informe pas du tout. Alors, on les laisse aller dans une direction où, comme le médecin gynécologue qu'on a interviewé, il a bien expliqué comment est-ce que ça pouvait créer justement ces saignements, c'est parce que la personne n'était pas préparée à recevoir ces rapports sexuels, et comment est-ce que la personne qui les dispensait, c'est-à-dire le potentiel mari, devait s'y prendre pour pouvoir éviter ces saignements. Et en fait, ce qu'il explique le gynécologue, c'est que un rapport sans saignement, plus ou moins, c'est un rapport relativement normal qui s'est fait dans des bonnes conditions, mais un rapport avec saignement, c'est un rapport qui justement a été fait de manière brutale et qui a causé d'autres lésions. C'est ce qu'il a semblé expliquer. Maintenant, dans plusieurs séquences, ils ont beaucoup parlé de toute l'industrie qui existe de l'érotisme, c'est-à-dire les différents degrés de bagne, les différents degrés d'accessoires, qu'est-ce qu'il faut porter comment, de quelle manière, quel bruit ça fait, les différentes marques et la sélection des articles qui existent. Et je trouvais intéressant à quel point il y a cette recherche de nouveautés, d'actualiser ces accessoires, de les rendre plus attrayants, plus intéressants. Mais je trouvais intéressant, j'avais jamais vu aucun des trois films avant, et je trouvais intéressant comment l'étudiante nigérienne explique le contraste entre la pudeur vis-à-vis de tous ces accessoires qui ont causé justement le choc de sa cousine dans son pays, et comment ici elle-même était étonnée en allant au marché de recevoir toutes ces informations-là en même temps en fait. Maintenant, il y a, je pense, du point de vue de l'explication profonde de pourquoi il faut cette culpabilité, pourquoi est-ce qu'il faut cette recherche de prouver la pureté, il y a, et ça existe, et ça c'est quelque chose qui existe de manière universelle,
il y a cette forme de méfiance envers le féminin qui existe partout, tout le temps, de cette idée que le féminin, la femme, c'est quelque chose d'incontrôlable et qu'il faut maintenir le contrôle, s'assurer d'avoir une passoire pour écrimer qui va aller à la sexualité. Et il y a cette idée que si jamais une femme n'a pas été livrée au mariage vierge, toutes les possibilités d'accès à la sexualité sont ouvertes sans aucun contrôle. Et ils ont plus ou moins expliqué ça, cette idée qu'il y a une méfiance de la liberté sexuelle des femmes en général. C'est comme, et il y a un des hommes qui a été interviewé qui a bien expliqué de manière quelque part honnête. Il a dit, une femme qui a déjà eu une expérience sexuelle, c'est un défi pour l'homme. C'est-à-dire, ça va être difficile d'être à la hauteur vis-à-vis de cette femme parce qu'elle aura vu autre chose et ça fait une forme de compétition. Et donc ça fait penser qu'en fait, la conversation au sujet de la sexualité des femmes, c'est une conversation entre hommes en fait. Ils ont peut-être peur de se confronter au potentiel, aux capacités d'autres hommes, et donc la femme, c'est une forme de repère, si elle a un autre partenaire qui peut être meilleur, donc ça veut dire qu'on est moins bon que l'autre partenaire, et donc ça fait une forme de... Dans les deux cas, les deux genres parlent seuls. Les femmes entre elles parlent seules, les hommes entre eux parlent seuls. Et tous les deux côtés se mesurent les uns aux autres, en fait. Parce qu'une femme qui fait tous ces efforts et de s'apprêter, de porter les bons accessoires, ils ont montré que c'est pour être meilleur que les autres femmes. Et les hommes, ils ont peur que la femme elle ait un autre partenaire, parce que sinon c'est un autre homme. Donc en fait, finalement, c'est une forme de chacun dans son genre se mesure à l'autre. Mais sur le film de Anne-Elisabeth, mais dans le forme même, c'est que la vie, c'est que le point de vue du masculin qui est donné sur la virginité, sur l'absence de la virginité. Il y a une femme qui, je pense, qui intervient dessus, et ça complète un peu cette idée de conversation qu'entre hommes, en tout cas de défi qu'entre hommes, et chez les femmes aussi sur la question des accessoires, sur la question de comment travailler sa sensualité ou ses outils de séduction. Il y a, cette conversation n'est faite que dans un contexte assez féminin. Et donc moi ça me ramène à la question de la performance aussi. C'est que, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose est-ce que ça ne dit pas quelque chose des attentes de la femme en tant que performeuse et aussi des attentes de l'homme? L'homme qui dit qu'une femme qui n'est pas vierge, que je ne suis pas sûre de le... Enfin, il y a déjà cette question de méfiance, que la femme a toujours été dans un environnement où on la contrôle et que même sa sexualité est contrôlée. Mais aussi, il y a certains hommes qui répondaient « je ne saurais pas la satisfaire si elle a déjà connu un homme avant ». Et chez la femme, toute cette histoire d'artillerie, toute cette machinerie, cette industrialisation de la séduction, à chaque fois on se réinvente pour aussi, enfin j'imagine que ce qui a été montré aujourd'hui, il y a d'autres choses un peu plus développées, et qu'à chaque fois on trouve des façons de réinventer ces outils de séduction. Oui, je pense qu'elles ont dit, les dames qui faisaient l'éducation sexuelle, elles ont beaucoup parlé du fait que il existe déjà une suspicion générale vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire, dans le cadre de la conversation du couple, il y a déjà l'idée que peut-être que la femme pourrait être tentée d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'elle a expliqué, si j'ai bien compris, elle a dit, si jamais, par exemple, tu vas au marché ou tu vas ici ou là-bas, on dira que tu es allé ailleurs si on sait que tu as eu une autre expérience. Donc, on utilisera cet argument contre toi et pour te suspecter et te rendre coupable de toute forme de choses. Donc en fait, ne pas avoir eu de relations sexuelles avant le mariage, c'est s'extraire de cette suspicion-là. Donc c'est beaucoup ce qu'elle a souligné, la dame qui s'est exprimée. Maintenant, entretenir le désir du conjoint pour être sûr qu'il ne soit pas lassé de la sexualité avec sa femme, qu'il est toujours... comment dirais-je, de l'intérêt, qu'il soit toujours stimulé sur le plan de quelle créativité, quelle possibilité elle va avoir. Toute l'industrie est là pour soutenir cette consommation après aussi, hein, parce qu'elles vendent ces produits. C'est toute une industrie. Il y a toute forme de produits. Il y a des encens, elles ont fabriqué des encens, des colliers de perles, elles fabriquent toute forme d'outils qu'elles vendent. Donc il y a tout un système et en fait,
c'est intéressant, là on montre des films qui sont relativement anciens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de ventes d'accessoires. Remplis. Sur Instagram, énormément de publicité sur tous les produits qu'on peut utiliser, toutes les gélules qu'on peut consommer, toutes les vitamines qui permettent d'augmenter ses formes, les crèmes qu'on peut utiliser. C'est une industrie qui marche et qui rapporte de l'argent et qui est entretenue et entretient ce système-là. Après, il y a le travail du capitalisme aussi, qui entretient toute cette idée-là. Moi, j'ai noté cette phrase que une des personnages la dame quand Aïcha Maki allait acheter les perles, et la dame lui dit que le djongé, c'est ce pouvoir de pouvoir deviner, cette capacité de deviner les besoins du monsieur, et cette capacité d'être une sorte de liseuse de ce qui se passe dans la tête du monsieur. Mais en même temps, elle lui dit, il y a une autre dame qui dit que Jigen doit war attaquer, de car. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Oui, elles ont beaucoup. En fait, il y a cette forme d'ambivalence. C'est-à-dire, on souligne bien le fait qu'une femme est capable de toutes sortes de choses incontrôlables. C'est-à-dire, Jigen Dafaor attaquer, ça veut dire qu'elle doit devancer le désir de l'homme, elle doit être agressive. Et ça, c'est un rapport de, si jamais, c'est une menace. Si jamais vous n'êtes pas agressif, bien d'autres personnes le sont. Donc il y a cette idée que si vous êtes dans une forme de complaisance, il y a cette idée qu'il ne faut pas se laisser aller, qu'il faut continuer à entretenir la flamme du couple, l'intérêt, l'érotisme dans le couple. Et ça, elles en parlent beaucoup, les personnes qui se sont exprimées, parce qu'il y a cette idée à chaque fois qu'une femme se plaindra, et ça c'est une question internationale. Elle est mise en évidence dans ce documentaire, mais quand une femme se plaindra de ne plus avoir l'attention qu'elle voudrait dans son couple, on lui dira beaucoup, mais est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que toi, tu entretiens aussi cette relation? Et ce n'est pas forcément les mêmes sollicitations qu'on va attendre du conjoint. On va attendre que lui, il soit dans l'attente de la femme qui doit manifester cet intérêt. L'homme, on va l'attendre sur le plan économique. Est-ce qu'il offre des cadeaux à sa femme? Est-ce qu'il achète ce qu'il faut dans le foyer? Mais en termes de personnes qui performent dans la communication érotique, amoureuse, on n'attend pas vraiment en tout cas, ces exigences sociales ne sont pas aussi élevées. Tandis que la femme, il y a cette forme de mérite. Il faut être agréable à regarder, et ce mérite, il s'étend au foyer, parce qu'elles ont dit, elles vendent des parfums pour la maison. Il s'étend au foyer, il faut que la maison sente bon, il faut qu'elle soit jolie, il faut que la nourriture soit bonne, donc elle doit être attendue sur tous les plans, performer, être là, et jouer le rôle, et toujours être apprêtée pour recevoir son mari en toute occasion et en toutes circonstances. Donc en fait, c'est un peu le côté, avoir une femme à la maison, c'est être précédé dans ses désirs à tous les moments, à tous les niveaux, et c'est cette exigence sociale qui est très lourde, parce que quelque part, quand on est en train de porter plusieurs casquettes, qu'on a des enfants, qu'on a un travail, qu'on a une activité dans le foyer, et qu'on a des activités qui nous demandent une présence dans différents espaces, en vérité, c'est pas réellement possible d'entretenir le désir d'une seule personne au détriment de toutes les autres priorités qu'on a dans la vie et qui sont directes, qui sont des urgences quotidiennes, et donc la charge mentale 10 fois plus élevée quand il y a une exigence et une menace, parce que si jamais la société entretient ça, et partout, donc il y a cette idée, après une grossesse, la femme s'est laissée aller, donc il faut entretenir ça, et donc c'est sa faute parce qu'elle s'est laissée aller. Maintenant, j'ai trouvé intéressant, ils ont bien monté, c'est vrai que la séquence du massage, moi je ne suis pas choquée par le massage parce que je l'ai vu en vrai, plusieurs fois. Donc les cris étaient fortement, le micro était fort, mais c'est pas si impressionnant que ça dans la vraie vie. On accentue beaucoup dans le massage, et ce qui est intéressant, c'est la différence du genre dans le massage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on module le corps. Mais il y a un point qui est très important à noter, c'est que le massage, au-delà de l'esthétique du massage, le massage ancre l'identité de genre et l'identité culturelle dans le corps de l'enfant.
Ça permet dans le massage, la dame, elle parlait à nous pour la vidéo. Mais normalement, pendant le massage, la dame dit le nom de l'enfant. Elle parle et elle dit le nom de l'enfant, elle dit sa filiation, dans quelle famille il est, qui il est. Et c'est une forme d'ancrage. C'est une forme d'ancrage et d'ancrage dans son genre, dans son identité de genre. Maintenant, la différence du massage, elle l'a montré du doigt, elle a bien pointé l'idée de rendre la taille plus fine, le nez plus fin, d'accentuer les traits du visage. Ça, c'est quelque chose qu'on observe réellement beaucoup plus ici au Sénégal qu'ailleurs. Parce qu'au Sénégal, c'est quelque chose qui ne se perd pas, c'est encore très présent. Malgré l'urbanisation, malgré toutes les transformations de la société, c'est quelque chose qui est encore très présent. Et ils n'ont pas du tout parlé, c'est dommage, du massage de la femme après l'accouchement. Parce qu'ils ont parlé du bébé, mais ça se fait aussi, dans le même temps que le massage du bébé. Et le massage de la femme après l'accouchement, c'est quelque chose d'aussi important, parce que quelque part, c'est comme une forme de moment où la femme, on met l'enfant de côté, et c'est un moment pour la femme, où on l'aide à se refixer dans son corps et elle récupère son corps. Elle n'est plus en train de porter l'enfant de quelqu'un d'autre ou la vie de quelque chose. Elle est en train de vivre sa vie à elle et le massage est fait pour lui permettre de se recentrer, elle, de retrouver son corps, son identité. Et quelque part, ça met au défi cette idée d'être une femme ou une mère. Le massage refait de la femme une femme. Il ôte cette identité de « elle est là parce qu'elle est une mère ». Transporter la vie, pour nourrir quelqu'un. Il y a cette idée de recentrer la femme dans son féminin. On donne à la femme ce moment pour elle davantage que pour plaire à son prochain. Parce que quelque part, si c'était simplement pour plaire, on lui dirait juste de s'attacher le ventre et on ne chercherait pas vraiment à refixer, à mettre de l'attention pour soigner les muscles qui ont été blessés, pour donner de la patience à ce massage-là. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas abordé ça, ils ont juste montré le bébé. Mais il y a cet aspect-là qui, je pense, est une dimension assez importante. Il y a un film qu'on a failli programmer qui s'appelle, le film de Cellou Diallo, je pense que ça s'appelle Le collier et la perle, et qui parle de l'accouchement de sa femme et de toutes ces rituels autour de la récupération du corps de la femme et aussi ce modelage autour du bébé. Moi, je vais finir par une question et que j'adresserai peut-être au public aussi et pour donner le micro au public. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de transmissions autour de rituels pour les femmes. Mais je me suis posé la question, j'imagine que ici, c'est des narratifs qui sont très focus sur la femme et chez les ethnies Wolof, et il y a une dame Laobé aussi. Et je me suis posé la question aussi, que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a des rituels comme celle qu'on a vue, qui est transmis à l'homme autour de sa sexualité, du plaisir, du comportement, si quelqu'un sait quelque chose. Sinon, si vous avez aussi d'autres questions, des remarques, des choses à aborder, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces 3 petits films, allez à l'écoute. Merci Fama, j'ai reçu l'invitation par mail. Et quand j'ai vu le thème, je me suis dit que j'allais rater ça pour rien. Donc moi c'est Dieynaba. Et ce qui m'interpelle dans le premier film, c'est la question de santé en fait. Quand j'ai vu le gynécologue, ça m'a un peu rassurée quand il a parlé, mais moi je suis dans le milieu de la santé. Et quand il y a des femmes qui sont là, qui ont peut-être des troubles ou bien qui ont été abusées, imaginez-vous qu'elles vont aller à l'hôpital pour trouver des hommes, en majorité, qui ont ce genre d'idées dans la tête. Donc une femme qui vient de subir un abus par exemple, moi personnellement, une expérience qui m'a traumatisée, c'est une femme qui venait d'être violée, qui est reçue, mais parce que c'est une femme divorcée, on dit qu'elle n'était plus vierge, donc on l'a pris très légèrement. On lui a à peine parlé, c'est pas très grave. Donc, pour moi, en fait, ça a tourné dans ma tête la dimension, toutes ces croyances-là, qui sont ancrées et qui sont très rigides, et qui sont même transmises, même dans les facultés, parce qu'on va te dire, voilà l'hymen,
c'est une membrane, etc. Et que oui, lors du premier rapport sexuel, ça peut saigner, sans te dire ce que le gynécologue a dit, que c'est souvent un manque de préparation, le fait que la femme n'est pas préparée justement à recevoir. Donc moi, ça m'a interpellée sur ce plan-là. Et je me suis demandé où étaient les femmes aussi. Et celle qui est venue, qui a parlé, c'est la majorité de ce que les femmes sénégalaises pensent, qui se disent que oui, c'est elles-mêmes qui vont, la cérémonie du Navan, le fait de prendre le pagne et tout, c'est elles-mêmes qui vont dire non, il faut qu'on fasse ça parce que c'est pour mon honneur. Et le deuxième film, j'ai levé 3 sourcils à chaque fois qu'elle disait non, ici au Sénégal, on parle aux femmes, il y a une éducation. Je pense qu'il y a plutôt une érotisation qui est très précoce. Et donc on va dire à une femme, oui, il faut que tu marches d'une certaine manière, il faut que tu aies certaines formes, il faut que tu apprennes à parler doucement, à marcher doucement. Un jour tu seras marié, mais la réalité du mariage, la réalité de, bon, voilà comment tu dois découvrir ton corps, voilà telle partie s'appelle comme ça, on va commencer à en parler quand tu seras déjà marié, et pas forcément entre toi et tes sœurs, peut-être ce sera avec tes amis, peut-être ce sera... Donc il y a un vide en fait, au niveau éducation sexuelle. Tu commences à être pubère, tu vois tes règles, c'est pas, tu n'as jamais de conversation autour des règles avec une femme de ta famille ou quelqu'un, et ce sera un étranger, ou bien peut-être à l'école tu auras des notions, mais rien de très clair, et il y a un vide. Donc peut-être c'est d'autres personnes qui vont venir implanter des idées dans ta tête, avec toutes les injonctions de la société, qui te dit soit comme ça, mais pas trop comme ça, soit comme ci, mais pas trop comme ça. Et donc, ça m'a un peu ramené en arrière, vu qu'on dit il y a l'éducation sexuelle, les femmes c'est beaucoup, certes, il y a des pays où, bon, des cultures où c'est carrément un vide total, on ne te parle pas de comment être, mais il y a aussi cette pression-là que tu es une femme sénégalaise, il faut que tu, bon, ne regardez pas mes mains, mais il faut que tu aies tout le temps les aînés sous tes mains, il faut que tu aies des bijoux, il faut que tu sois tu te comportes d'une certaine manière pour qu'on te regarde, pour que tu sois une femme, qu'on dit femme sénégalaise et qui est dans les noms. Et pour le dernier film, je l'ai vu, je pense la première fois j'avais 12 ans, ça m'avait beaucoup choquée. Mais c'est un truc très très culturel qui est ancré, le truc des perles et tout. Et je pense, voilà. Le truc que je voulais dire en dernier, c'est cette culture-là du viol aussi qui tourne autour du fait d'avoir les mêmes. Donc il y a plein de personnes qui pensent que si une femme elle est vierge, si elle ne veut pas avoir un rapport sexuel, elle ne pourra pas l'avoir. Donc que c'est physiologique dans leur tête. J'ai déjà regardé un documentaire, je pense que j'avais aussi 15 ans, et c'est un choc qui est resté dans ma tête, comme tous les films là que j'ai vus qui disent, parce qu'elle est vierge, si on essaie de la forcer, il y a une barrière qui est naturelle qui est là. Donc si toi tu viens te dire que tu as été violée, c'est quelque part que tu l'as vu, etc. Donc c'est juste des aspects que je voulais ramener, et merci pour l'invitation. Merci en tout cas pour ces 3 films. Ce serait intéressant de voir quand même les réalisateurs sénégalais qui s'intéressent au corps de la femme. Ça avait commencé avec Félix Ndiaye, avec Parental, mais qui prenait effectivement ce côté-là que nous avons des traditions, c'est un point où effectivement on commençait à s'attaquer à la durée de l'allaitement. Et qu'effectivement il avait fait dans les années 70, je crois, son film Parental, pour montrer effectivement il y avait aussi des séances de massage, qui n'est pas seulement que sénégalais, en Inde aussi, on pratique les mêmes massages pour raffermir le corps, pour solidifier les os. Donc c'est comment mouler le corps, aussi bien le corps masculin que le corps féminin. Ensuite il y a William, on l'a vu sur son film. Il y a Sorawat aussi qui a fait sur par les Galvani, mais aussi sur l'éducation sexuelle. Célou, vous l'avez cité. Ce qui est étonnant, peut-être vous avez posé la question, est-ce que les hommes ont les mêmes informations quant à l'éducation sexuelle? Je crois que les hommes sont plus dans la performance que dans l'éducation sexuelle. Donc, quand on est jeune, quand on en parle, bon, j'ai assuré, etc. Mais il se pose jamais la question sur ce que l'autre ressent. Mais c'est toujours une question de performance. Donc je dis que ce serait intéressant de voir pourquoi effectivement ces hommes, ces réalisateurs sénégalais
s'intéresse tant au corps de la femme, je dois en faire un film. Donc je vais essayer du point de vue de l'allaitement, du point de vue de la santé, du point de vue de l'érotisme, de l'éducation sexuelle. Et ça, je crois qu'il y a en tout cas toute une part de notre cinématographie qui mérite d'être creusée et s'interroger aussi là-dessus. Je voudrais sur la réflexion pour dire une question. Je ne sais pas si Fanat a pu avoir des informations autour de la réalisation du film de William Snowden, savoir comment il a été accueilli, comment lui-même a été reçu par les femmes qu'il a filmées dans cette position-là. Et voilà, c'est ma question. Il y a quand même des scènes qui sont surprenantes. Je vais d'abord essayer de rebondir sur ce que Tonton vient de dire. Alors, moi, je connais les films dont tu parles, celui de Sorawad, de Selou, mais j'ai trouvé intéressant le film de Aïcha Maki, de programmer le film de Aïcha Maki, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'ignorance de Aïcha Maki qui nous donne accès à un narratif qu'on n'aurait pas si c'était moi, par exemple, qui peut-être, si c'était une Sénégalaise, je veux dire, parce que dans sa façon de poser la question sur le djongé, sur des choses qu'on pense intrinsèquement maîtrisées par une femme sénégalaise. Donc j'ai trouvé cette forme de naïveté assez intéressante quand elle disait « mais pourquoi tu l'appelles papa? Papa, c'est le père aussi ». Et ça, nous, on l'a incorporé chez nous, que la personne qu'on aime, on l'appelle papa, mais en même temps, qu'est-ce que ça pourrait représenter d'appeler son mari, son amant, papa? Et du coup, je pense que cette question ne viendrait pas si c'était une Sénégalaise qui l'a posée. Donc, je trouvais intéressant que ce soit le point de vue de quelqu'un qui ne soit pas sénégalaise. Et aussi, ce que je cherchais à faire, là, c'était d'avoir des autrices aussi, d'avoir le point de vue des femmes. Et donc, voilà, à un moment, quand tu programmes, tu fais des choix, quoi. Donc on a fait ces choix. D'autant plus que l'affaire de Macha, le film de Macha, il a développé effectivement au Master 2. Oui, donc c'est pas que son point de vue aussi. Voilà, vous êtes enseignant au Master, donc vous savez que c'est un film plus collectif que autre chose. C'est porté par Aïcha, mais c'est un film assez collectif. Et quand j'ai posé la question sur ce qui a été transmis aux hommes, c'est par rapport aux autres ethnies, parce que je sais qu'il y a des Leuls, je sais que chez les Diola, il y a ces trucs où toutes les générations de 30 ans, on va dans la forêt, mais on ne sait pas ce qui se passe, personne ne sait ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il y a des choses qui sont transmises autour de ce qu'on vient de voir, destinées aux hommes aussi? Je ne sais pas. Et pour William, je ne sais pas. C'est un film qui date de 92, je pense qu'il n'a pas été vu depuis très longtemps. Moi je l'ai découvert, non, je le connaissais avant, parce que je travaille avec William sur un autre projet, et donc j'avais toute la liste de sa filmographie, mais c'est le fait que Delphine ait parlé de cette programmation qui a fait que je suis allée le voir. Donc je ne sais pas, je sais que l'actrice qu'on voit ses seins, c'est Myriam Niang qui est dans Tukibuki de Mambeti. Et aussi, voilà, la question que je me pose en voyant ce film qui est de 92 et de maintenant, que quand on voit un bout de sein à la télé, on s'offusque que ça sort dans les rues. Comment ce film était possible en 92? 92, c'était il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Allez-y, parce que je dire ce que vous voulez dire. Non, moi en fait, ce qui m'intéresserait en fait de comprendre, c'est dans ces, disons, traditions, ce qu'on appelle tradition, en fait, jusqu'à où en arrière on arrive à poursuivre en fait ce qui est pratique et ce qui est le discours qui va avec, en fait. Parce que quand vous dites, en Inde aussi on masse les enfants mais le discours qui va avec est tout différent, ça n'a rien à faire avec l'aspect physique de la fille après, mais c'est plus une question émotionnelle, de revivre en fait le passage au moment de l'accouchement, c'est énergétique en fait, et ça a à faire avec les émotions, etc. Donc c'est loin d'objectifier en fait l'enfant et de lui inculquer un genre et de le faire un objet du désir en fait. Et moi c'est ça qui me frappe en fait dans les discours accompagnant certaines pratiques qu'on
trouve dans d'autres espaces culturels, il y a une objectification qui est effrayante en fait, enfin, à mes yeux. Et voilà, je me posais cette question-là. Oui, effectivement, c'est vrai que les dimensions du massage, comme vous l'avez souligné, sont différentes en fonction de là où on se trouve. Dans le massage des filles, comme dans celui des garçons, l'objectification telle que vous le décrivez est exactement identique. Le corps des garçons, on leur élargit les épaules, on leur affine la taille, on s'assure qu'ils soient musclés, on s'assure qu'ils aient un dos droit. Tous ces attributs qu'on trouve esthétiquement appréciables chez un homme. Donc, au-delà, en fait, je pense que au-delà de l'identité sexuelle, il y a la forte impression, en tout cas la forte idée que la sociabilisation de genre est ultime, c'est-à-dire s'insérer dans un contexte de couple, c'est une priorité. Et dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans les meilleures conditions de choix, qu'on soit un premier choix. C'est-à-dire qu'on ait tous les attributs qui nous permettent d'avoir les meilleures chances d'avoir une relation de couple qui nous convienne. Donc la sociabilisation, c'est un principe de départ. On a besoin d'être dans une situation, d'être favorable à l'union. Donc ça, c'est un point de départ. Maintenant, ça se retrace jusqu'à qu'on trouve une union souhaitable. Ensuite, il y a l'entretien de cette union, il y a le travail de faire des enfants dans cette union, il y a le travail d'entretenir la relation de couple au-delà des enfants, il y a toute une stratégie, toute une économie, je vais dire, en tout cas, tout un travail, toute une conversation qui se mène du début à la fin de la vie. Et donc, esthétiquement, c'est-à-dire, il y a deux points. Là, on est en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, le corps d'une femme doit être fort physiquement. Elle a parlé de ça, elle a dit que quand elle masse les jambes de la fille, c'est pour renforcer la force. En Afrique de l'Est, la force dans le corps d'une femme, c'est pas une priorité. Donc dans le massage, on va s'assurer à affiner les membres, à s'assurer de la délicatesse de la peau, de la finesse des traits, des cheveux qui soient lisses, brillants. C'est de ce côté qu'on va se focaliser. Mais en Afrique de l'Ouest, le corps d'une femme doit être fort parce que physiquement, ça demande un travail important d'être une femme. D'abord pour entretenir un foyer, ensuite pour porter des enfants physiquement, mener des grossesses dans des bonnes conditions de santé, éduquer des enfants. Donc on va non seulement se concentrer sur la force physique, mais l'identité de genre fait partie en fait de cette sociabilisation, de cette façon de former, de travailler le corps de la femme. Il y a aussi en fait un point dont il faut tenir compte. Le travail du corps à travers le massage, c'est au sens propre. Le véritable travail, il est au sens figuré. Elle l'a dit, la jeune fille, quand elle a dit oui, il faut marcher lentement. C'est pas seulement marcher lentement, c'est parler lentement, à voix douce, avoir des gestes doux, être dans un rapport de douceur. Ça fait partie de l'éducation de la fillette et de la jeune fille, fille de la femme plus tard. Tout comme chez un garçon, il y a aussi cette idée que l'irritabilité, par exemple, c'est quelque chose qui est accepté. C'est pas grave d'être polémique. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est très, qui ne transparaît pas dans d'autres cultures, en Europe par exemple, qui reste présent. Il y a une étude de psychologie sociale qu'ils ont fait il y a moins de 10 ans. Et ils ont observé, dans deux cas, ils ont observé des parents avec leurs enfants et des bébés. Et en fait, ils ont observé que lorsque un bébé pleurait, le temps pour aller le prendre était différent quand c'était un garçon ou une fille. Et ils ont posé des questions aux parents pour comprendre pourquoi, en fait. Et ils ont noté que pour les filles, il fallait qu'elles s'habituent, ça allait aller, il fallait leur laisser le temps. Pour les garçons, il fallait impérativement les prendre parce que si jamais ils pleuraient, c'était qu'il y avait une raison. Il ne fallait pas les laisser pleurer. Ça, c'était en France. Dans un autre cas, en Allemagne, ils ont fait une étude dans un musée, un musée de sciences pour les enfants. Et donc, ils ont parlé du savoir des enfants en fonction de leur genre. Qu'est-ce que les enfants, on attend d'eux en termes de savoir, de connaissances. Et ils ont trouvé que
ils observaient des couples avec leurs enfants et ils ont trouvé que quand les enfants garçons posaient des questions sur tout ce qui portait sur la science, on leur donnait des réponses très importantes, très longues, très documentées, pour encourager leur curiosité. Mais quand les filles posaient des questions, on leur répondait toujours de manière très simplifiée. Tu vois, c'est comme ça, tu vas comprendre, voilà, c'est comment ça marche. Et donc, ils ont suivi des familles dans des musées pour essayer de comprendre quelle communication on offre. Par contre, en contraste, dans tout ce qui porte sur la dimension interne, familiale, on donne beaucoup plus d'informations aux filles, parce que c'est leur vocation quelque part de connaître un peu comment ça fonctionne dans une maison. Tandis que pour les garçons, on va avoir moins tendance à les documenter sur ça, parce qu'on va juger que bon, ils n'ont pas tellement besoin de savoir. Donc en fait, cette asymétrie-là, qui existe au niveau planétaire, elle est très bien représentée ici dans les garçons. On leur a dit juste, au bout du couloir, il y a le mariage, et dans ce mariage-là, vous allez rencontrer une fille. Si elle saigne, c'est qu'elle était vierge. Voilà l'information qu'ils ont, donc ils vont dans cette direction-là, et il faut qu'ils arrivent à obtenir ça, pour prouver qu'ils ont eu ce qu'il fallait. Tandis que la fille, on attend le jour du mariage ou la veille pour lui expliquer qu'en fait il fallait être vierge. Donc il y a beaucoup de filles qui se disent bon, c'est un peu tard. Cette conversation elle est intéressante parce que cette éducation sexuelle, comme vous l'avez dit, elle aurait dû précéder tout ça, mais elle n'est pas dite de manière concrète. C'est vraiment, il faut être douce, il faut rester à l'écart des garçons, comme la fille du Niger, ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne faut surtout pas s'approcher des hommes. Et dans d'autres pays, ça va encore plus loin cette conversation. Par exemple, en Somalie, on dit aux filles qu'il ne faut pas s'asseoir là où un garçon s'est assis parce qu'on peut tomber enceinte. Il faut éviter toutes les interactions possibles, et même à travers un objet. C'est-à-dire, si on s'assoit là où un garçon s'est assis, ça montre une forme de contact. Donc il ne faut pas s'approcher de ça. Donc l'information qu'on donne et les informations telles qu'on les utilise, je pense que c'est vraiment un sujet qui est dense et varié, qu'on peut aborder de multiples manières. Je ne sais pas qui va ajouter quelque chose. Caroline. Juste peut-être pour comme follow-up. Moi, ma question, en fait, était historiquement, où est-ce qu'on situe cette construction sociale, finalement, que vous décrivez? Jusqu'à où on arrive à la retracer, et où est-ce qu'on commence à voir qu'il y avait peut-être autre chose avant? C'est ça ma question. Historiquement. En Afrique de l'Ouest. Historiquement, en Afrique de l'Ouest, là, on va remonter jusqu'où? Parce qu'il y a cette idée, pour moi, en fait, là je vais essayer d'être concise, même si ça ne va pas être forcément juste, parce qu'il y a énormément de nuances si on doit parler d'histoire. Mais l'idée que toutes les mythologies, en Afrique de l'Ouest, même en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud aussi un peu, toutes les mythologies parlent d'un ailleurs avant, qui est féminin et qui a été vaincu. Et le prince a sauvé le monde, le héros a sauvé le monde et a rétabli un ordre qui met des rapports de domination, entre guillemets, masculine pour mettre en place un ordre. L'ordre, c'est l'homme qui a de la force physique, et cette force physique se représente de la manière du pouvoir. C'est ça en fait, cette représentation de la force physique à travers, c'est-à-dire il est plus fort physiquement, ça c'est la biologie. Maintenant, c'est pas logique qu'il soit pas plus fort dans le pouvoir, ça pose un problème. Parce que sinon, comment on explique qu'il est dominé? Maintenant, il y a cette forme d'idée que la manière dont la femme exerce son pouvoir, elle doit forcément avoir quelque chose de douteux, puisque c'est pas... Comment elle a fait pour avoir ce pouvoir-là? Donc il y a cette idée de déséquilibre du départ. D'autres personnes ont essayé de mettre en théorie l'explication de cette mythologie. Et ce qu'ils disent, c'est que en fait, dans la mythologie, dans les mythologies, on parle toujours d'une entité archétype féminin, fort, puissant. C'est représenté dans tous les contes. Il y a toujours une sorcière forte qui est là. Maintenant, en fait, la mythologie traduit cet archétype-là de notre imaginaire inconscient généralisé. Donc maintenant, on a fabriqué, l'humanité, les sociétés ont fabriqué des personnages qui correspondent à leur désir. La princesse qui est calme, qui n'a pas de personnalité, qui est là et qui attend d'être aimée par un prince.
La preuve, elle n'a aucune action de sa propre initiative. Soit elle est influencée, prince, soit elle est empêchée d'aller vers le prince par la sorcière ou la méchante. Et ce personnage-là, c'est le personnage docile qu'on doit être. Il y a le personnage agressif du féminin, et ça, c'est l'imaginaire féminin fort. Et ça, il faut l'éviter, ou alors il faut le battre. Et maintenant, il y a un personnage prêt que la société a inventé. C'est la mère bienveillante, celle qui supporte, qui vit la douleur, la difficulté. Et ça, c'est une image socialement promue dans les contes de fées. La femme qui supporte, qui vit difficilement et qui attend l'accomplissement du héros pour la sauver. Et ça, c'est le personnage que l'éducation fabrique. Toutes les éducations fabriquent ce personnage-là. Il faut supporter. Quand on fait attendre une fille, on lui apprend la patience, parce qu'il faut être patient et endurer. Et toute l'histoire, toutes les histoires, finalement, rapportent cette idée que c'est le bon comportement à avoir, parce que la justice va se faire toute seule à travers l'œuvre de Dieu ou du prince charmant qui viendra sauver la jeune femme. Donc, historiquement, est-ce qu'on peut dater historiquement un inconscient collectif? Je ne suis pas sûre. Maintenant, est-ce que, par contre, cette construction, elle n'est pas quotidienne dans tous les moments, à chaque jour, à chaque fois, à travers toutes les actions que chacun met en place? Est-ce que ce n'est pas une construction qui se renouvelle à travers une forme de répétition? C'est-à-dire, on apprend, les femmes s'apprennent entre elles à cultiver ce modèle pour maintenir cette forme de contrôle, finalement. Parce qu'il y a cette idée que tout le monde a, et que la femme elle-même a, vis-à-vis d'elle-même, qu'au fond d'elle, elle est incontrôlable, et qu'il faut qu'elle trouve une manière de se canaliser. Et cette histoire, ce discours, ce narratif, il apparaît dans tout. Le mot hystérique, par exemple, il représente uniquement le féminin. On ne parle pas d'un hystérique. Pourtant, si on doit regarder dans tout ce qui est névrose de conversion, dans les critères de diagnostic, il y a une possibilité qu'un homme ait une névrose de conversion, mais hystérique, c'est purement féminin. Hystérique, ça vient du mot utérus. Il n'y en a pas chez les hommes. Donc c'est un mot qui désigne uniquement une pathologie qui peut seulement toucher les femmes. Donc il y a cette forme de diabolisation et d'incontrôlable du féminin que les femmes elles-mêmes, à travers tous les schémas, ont appris à promouvoir et à répéter. Donc, est-ce qu'on peut parler d'histoire dans le passé, ou est-ce qu'on parle d'actualisation tous les jours d'une idée, d'un mythe que nous-mêmes on rapporte à notre quotidien et qu'on reporte dans l'éducation, dans la transmission des choses? Quand on dit qu'une femme, elle peut se mettre en colère, bon, tout le monde peut se mettre en colère. Est-ce que c'est quelque chose qui devient une perte de contrôle totale parce que c'est une femme et parce qu'elle se met en colère? Est-ce que quand on dit oui, les femmes, elles ont moins de capacité d'être raisonnables, alors qu'un homme, il peut être plus placide? Pourtant, on a beaucoup plus de bagarres d'hommes que de bagarres de femmes. Et donc, est-ce que ça témoigne d'une statistique réelle? Je ne sais pas. Mais il y a cette publicité des femmes en tant qu'être incontrôlable que les femmes elles-mêmes promeuvent. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui veulent partager qu'est-ce que le film les a inspirés? Je sais pas laisser. Tu me regardes d'un regard si intense. J'aurais peut-être une question par rapport aux différentes générations. Est-ce que vous voyez peut-être une différence entre les générations actuelles avec les générations d'avant? Parce que là, on parle beaucoup de transmission. On voyait dans les films aussi beaucoup que donc, les femmes, elles étaient en train d'écouter leur mère, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi un petit moment des fois de rejet, de résistance? Je veux dire, les films en eux-mêmes sont un peu un questionnement aussi de cette transmission. Mais est-ce que là, en ce moment, peut-être en psychologie, est-ce que vous voyez qu'il y a des petits changements Pour ma part, il y a des aspects, je peux parler que pour ce que je connais. Là où moi j'observe un changement ou une évolution, c'est réellement par rapport aux attentes des femmes dans le couple. Aux attentes des femmes en termes d'affection, de partage d'émotions. C'est-à-dire, dans le discours féminin, la femme est plus exigeante aujourd'hui dans les générations actuelles en termes d'écoute, d'attente, de partage et surtout d'évolution. D'évolution en tant que personne, c'est-à-dire attendre de l'autre qu'il aide,
qu'il aide à son évolution en tant que personne, à son évolution personnelle, professionnelle, à son épanouissement. Donc à ce niveau-là, on voit des situations actuellement de conflits qui sont liés à un manque d'épanouissement, ce qui n'existait pas forcément dans le passé et qui ne pouvait pas être justifié. Et aujourd'hui, la situation économique des femmes est différente. Les femmes travaillent davantage qu'avant. Les femmes sont autonomes financièrement davantage qu'avant, ce qui fait une énorme différence. Une énorme différence en termes d'attente. C'est-à-dire, elles n'attendent plus le simple soutien économique de l'homme. Ça, elles peuvent se le payer. Donc, ça leur permet d'attendre autre chose du conjoint. Et ça change complètement la dynamique parce que celui qui était supposé ne donner que ça, ben maintenant, il faut qu'il donne plus. Or, lui, il n'est pas forcément dans la préparation, il n'avait peut-être pas prévu de devoir donner cela. Et donc, ça change maintenant dans l'éducation des jeunes hommes, puisque les femmes qui attendent ça apprennent à leurs enfants à donner cela. Donc, dans les générations futures, il y a une forme d'attente mutuelle qui se crée, plutôt que simplement l'attente de la part d'un homme d'avoir de l'attention complète, exclusive de sa femme. On voit aujourd'hui beaucoup de situations de séparation suite au fait que la femme ne comprend pas pourquoi l'homme a cette attente vis-à-vis d'elle. Elle juge qu'elle a plein de choses à faire, elle ne voit pas pourquoi elle devrait donner ce qu'il donne, ce qu'il demande en tout cas, simplement sans recevoir en retour ce qu'elle attend. Et ça, c'est un questionnement qui existe maintenant, qui n'existait pas avant. Et je pense que de ce côté-là, c'est peut-être l'évolution que moi j'ai pu observer. Moi, en préparant cette sélection de films, j'ai voulu aussi trouver d'autres espaces où les intimités sont partagées entre femmes. Donc j'ai cherché un film autour de... Je sais que les tontines, les moments où les femmes se retrouvent entre elles pour parler de finances ne sont pas que les espaces où on parle que d'argent. Et aussi, c'est des espaces de soutien, de sororité, où les femmes peuvent parler de ce qui se passe dans leur foyer, peuvent se donner des conseils, peuvent se soutenir l'une et l'autre. Et aussi, les tanubères sont des espaces aussi où les femmes viennent aussi parler de un peu comme ce qui se passe dans leur nuit, enfin, comment est-ce que leurs hommes les traitent et se lancer des pics parfois ou pas. Et j'ai cherché ce type de film aussi, et, enfin, parce que dans ces films-ci, les trois qu'on a choisis finalement, ces espaces-là ne sont pas abordés. En tout cas, ces espaces où l'intimité est partagée, où l'intimité est montrée ne sont pas abordés. Et il y avait le film de Roselyne Bakam, de Famba Meleke. L'histoire de deux Famba Meleke, je pense que ça s'appelle, qui parle de sa mère, et qui est plus un portrait sur sa mère aussi, qui est dans ses mouvements de tontine et qui parle de comment est-ce que pendant au moins 2 décennies, comment ces femmes, entre elles, en se réunissant toutes les semaines, ont pu créer du soutien entre elles, qu'on peut créer des espaces safe pour se parler, des espaces safe pour parler, pour avoir du soutien, quoi. Donc je ne sais pas pour toi si aussi tu considères ces espaces-là comme des espaces de partage d'intimité, mais voilà, je voulais juste aborder ça.